Nos vies sont contenues dans une matrice. Internet, réseau téléphonie, GPS, et j'en passe. Des outils qui voient transiter et collectent une quantité phénoménale de données sur nous. Nos habitudes sont connues, le moindre achat est tracé, et nos messages, même les plus intimes, ne sont pas épargnés. Il est toujours intéressant donc de se poser la question concernant le revers de la médaille. Qui a accès à cette matrice? Qui peut la lire? Dans quel but? Et surtout, quels seraient les risques? Eh bien, toutes ces questions, une personne se les est posées. Et ce que cette personne a découvert a été l'un des plus gros scandales de l'époque numérique. On ne parlera bien évidemment pas de Neo, Trinity ou de Matrix, mais d'un lanceur d'alerte, Edward Snowden. Si ce nom ne vous évoque rien, sachez simplement qu'il a mis en lumière la plus grosse affaire d'espionnage de masse de l'histoire moderne. Venez avec moi sous les radars, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Echo Room. Il est avant toute chose intéressant de savoir qui est Snowden. Eh bien, sachez qu'il est né le 21 juin 83 sur le sol américain, et qu'il a grandi dans un environnement proche des institutions fédérales des USA. En effet, son père est un ancien officier de la garde côtière, et sa mère, quant à elle, travaille à la Cour fédérale du Maryland. Comme si ça ne suffisait pas, et pour compléter le tableau, sa sœur aînée est avocate. Un chemin qui semble tout tracé, me direz-vous. Mais Edward voyait sa vie sous un autre prisme. À 16 ans, il s'oriente plutôt vers le domaine de l'informatique. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et son parcours scolaire sera un échec. Mais on ne peut pas lui en vouloir puisque des problèmes de santé lui ont fait rater plusieurs mois de cours qui ont eu donc raison de son diplôme. Mais loin d'abandonner, il tentera sa chance bien plus tard, en 2011, et obtiendra une maîtrise d'informatique grâce à des cours en distance. Là vous vous dites, j'y sais, où sont ces histoires d'espionnage et tout le tralala. J'y viens. Souvenez-vous, le père, la mère et la sœur d'Edward ont tous un rapport avec l'État. Et pour couronner le tout, Crofton, la ville dans laquelle Edward Snowden vit, n'est ni plus ni moins qu'une pièce de la nation USA. Et c'est pas peu de le dire, puisque quasiment tout le monde, dans cette ville, travaille pour l'armée ou les renseignements. Revenons-en à notre cher Edward. Sa vie gravitant autour de l'État, il est par la force des choses intégré aux forces spéciales en 2004. Âgé de 21 ans à cette époque, il se destine à être l'un des bras armés de l'oncle Sam. Le plan pour lui, c'est d'aller en Irak. Combattre là-bas lui permettrait d'assouvir sa volonté de justice, puisque pour lui, ce combat est fait pour aider les peuples opprimés. Mais, nouveau revers de la vie, il se brise les deux jambes lors d'un entraînement. Aïe. Ce projet d'Irak s'arrête alors brutalement. Toutefois, l'oncle Sam n'oublie pas la famille. Et Edward est un geek. Son appétence pour l'informatique et les systèmes a toujours persisté, et l'époque fait qu'elle commence à être intéressante pour les États-Unis. La NSA, on vient donc petit à petit sur l'espionnage, qui est le département de la défense des États-Unis chargé du renseignement technologique, décide de l'embaucher dans le domaine de la cybersécurité. Et plus tard, il collaborera également avec un autre service que vous connaissez certainement, la CIA. Les activités de la CIA sont quant à elles un peu plus terre-à-terre. Espionnage, opérations de sabotage, et de manière générale clandestine à l'étranger. Et c'est dans ce cadre que Snowden posera ses valises à Genève entre 2007 et 2009. Sur place, la CIA menait des opérations d'intelligence économique, donc de renseignement économique, et d'espionnage. Il faut, pour se remettre dans le contexte, savoir qu'à ce moment-là, dans cette période, le système bancaire helvétique était sous pression, concernant sa particularité de l'époque, à savoir le secret bancaire. Comment cela se passe ? Eh bien, les services secrets menaient par exemple des campagnes de recrutement d'indiques, plutôt des gens haut placés, des gestionnaires de fortune, qui sont les cibles idéales puisque en contact avec des criminels, des chefs de grandes entreprises, des hommes politiques corrompus, ou des représentants quels qu'ils soient. Vous vous rendez copain-copain avec ces gens, essayez de leur soutirer des informations, et si toutefois ceux-ci deviennent réticents, eh bien vous mettez en place une autre méthode. Pour rester dans la correction, je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout inspiré de la réalité, afin que vous compreniez la méthode. Vous ciblez un banquier, vous vous faites copain-copain, faites une belle soirée, bien arrosée avec tous les excès qu'on peut connaître, et au moment de terminer la soirée, vous ne le retenez pas de prendre sa voiture, puisque vous savez pertinemment qu'il tombera dans un barrage policier à quelques mètres de là. Avant son départ, avant même sa rencontre, vous avez par exemple positionné quelques objets dans sa voiture, susceptible de le mettre dans une position très délicate.
voire de compromettre son poste. Au moment de son arrestation par les policiers, celui-ci vous appelle puisque vous avez des contacts haut placés. Et cette aide, vous allez quelque part la monnayer. Puisque, une fois que vous sortez votre ami du bourbier, celui-ci vous devient redevable, et tout de suite, plus disposé à vous donner les informations que vous recherchez. Bref, c'est un travail d'agent de terrain, de collecte de données, et ce travail justement, ou plutôt les méthodes utilisées pour atteindre l'objectif, eh bien notre cher Snowden ne les voit pas d'un bon œil. Son éthique l'empêche et le poussera à quitter la CIA pour le monde civil en 2009. Mais je vous rassure, l'histoire ne s'arrête pas ici. Au contraire, elle ne fait que commencer, puisqu'une graine est en train de germer dans l'esprit de Snowden. C'est chez le géant américain Dell que Snowden continuera sa carrière. Désormais consultant IT, il travaillera pour cette entreprise qui fournit et gère des systèmes d'information, et ce pour différents types de clients, y compris, tenez-vous bien, la NSA. Refusera-t-il malgré tout ? Je vous le donne en mille, non. L'enfant prodige est retourné au bercail. Après Dell, Snowden rejoindra la société de conseil Booz Allen Hamilton, toujours en délégation à la NSA. Snowden a un plan. En tant qu'administrateur système, il a désormais un accès privilégié, direct et illimité aux machines connectées à l'infrastructure informatique de l'institution. Machines comprenant également celles espionnées par l'agence. Je vous évoquais un peu plus tôt une graine qui germait dans son esprit. C'est maintenant très clair. Edward veut dénoncer les agissements des agences de surveillance américaines et révéler leurs pratiques au monde entier. 2013, c'est décidé. Edward Snowden passe à l'action. Un quart de compétence, un quart d'audace, un quart de soif de liberté et un quart de soif de justice. Voici la recette de l'une des révélations les plus retentissantes de cette dernière décennie. Alors qu'il travaille depuis Hawaï, Edward utilise son haut niveau d'accréditation pour dérober des informations et documents ultra confidentiels. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de documents, modes opératoires et de preuves de l'existence d'un réseau de surveillance international et global. De l'écoute à grande échelle. Plus tard, il s'agira même de plus d'1 million d'éléments recensés dans le cadre de cette affaire. Il les compilera sur une clé USB et certains disques durs, qu'il répartira sur 4 ordinateurs. A-t-il commis là la pire erreur de sa vie ? Qu'importe, il est désormais mouillé jusqu'au cou. Il part se réfugier à Hong Kong, d'où il pourra révéler au monde et à la presse ce qu'il a découvert. Pour vous expliquer, qui que vous soyez, peu importe votre fonction, votre localisation, l'oncle Sam sait tout de vous, même si vous le cachez. Vos appels téléphoniques sont captés, votre trafic internet décortiqué, vos systèmes de chiffrement cassés et votre vie privée mise à nu. La presse, notamment grâce à l'aide précieuse de Laura Poitras, qui est une documentariste et journaliste du New York Times, dévoilera en juin 2013 un vaste programme de surveillance mondiale mis en place par les USA et d'autres pays comme la Grande-Bretagne. Des outils extrêmement puissants seront dévoilés. Je vous en donne quelques-uns. Prism permet un accès direct aux données de Google, Microsoft ou même Apple. Bullrun, quant à lui, permet de casser des chiffrements, des VPN, les protocoles HTTPS et profite de portes dérobées accordées plus ou moins officiellement. Xkeyscore, un outil d'analyse sémantique qui se nourrit des métadonnées des utilisateurs afin d'identifier précisément celui-ci. Cet outil permet de sourcer des éléments tels que le nom, la nationalité, l'adresse email, etc. Boundless Informant. Pour sa part, cet outil permet d'agréger tout un tas de données émises par d'autres outils eux-mêmes afin de connaître en temps réel le niveau de surveillance appliqué à tel ou tel pays. Et le meilleur dans cette affaire, c'est que ces programmes et ces outils n'ont que faire des dommages collatéraux, si bien que les Américains eux-mêmes étaient ciblés. Big Brother is watching you. Désormais lanceur d'alerte, Edward Snowden est allé plus loin que ses prédécesseurs, ignorés jusqu'ici. Évidemment, vous imaginez le niveau stratosphérique de somme des services secrets. Gesticulation, démenti, rien n'y fera. La machine est lancée. Ne voulant pas rester bras croisés, une riposte soutenue des USA se met en place. Et sachez qu'elle a été féroce. La traque d'Edward Snowden a désormais commencé. Snowden, lanceur d'alerte, geek, hacker, ses révélations ont mis à jour un système de surveillance de masse à l'échelle mondiale. Il s'est attiré les foudres des États ainsi que des services secrets. En exil, Snowden est réfugié à Hong Kong. Il n'y est ni pour le climat subtropical, ni pour les affaires. Il y est pour dénoncer cette surveillance mondiale abusive. Désormais ciblé par la NSA, il prend toutes les précautions nécessaires. Et le scénario est digne d'un James Bond. Tenez,
Pour exemple, les téléphones de ses avocats, ou même des journalistes qui venaient le rencontrer dans son appartement, étaient systématiquement déposés dans un réfrigérateur. Et oui, en effet, l'effet cage de Faraday permet d'isoler les appareils du réseau. Réseau surveillé. Pour second exemple, les communications entrantes et sortantes doivent systématiquement passer par une messagerie chiffrée, sécurisée. Et le texte doit suivre une sémantique bien particulière afin d'éviter à Snowden d'être identifié. D'ailleurs, pour anecdote, le système et la plateforme utilisée par Snowden pour communiquer par messagerie a fini par fermer. Les États-Unis avaient fait pression sur le créateur de cette plateforme afin que celui-ci installe une backdoor, donc une porte dérobée, qui aurait permis aux services secrets d'accéder à l'entièreté des données de l'application. Le créateur de cette messagerie, pour des soucis éthiques, a préféré fermer l'application plutôt que d'accéder à cette demande. Mais revenons à Snowden. Il vit dans la paranoïa, constamment suivi par l'ombre menaçante de l'oncle Sam, dont la présence se fait de plus en plus oppressante. Le danger se rapproche. Mais revenons sur le sujet de Hong Kong, qui, contrairement à la République populaire de Chine, dispose d'accords d'extradition vers les USA. Aidé par d'autres immigrés installés à Hong Kong, Snowden échappe in extremis aux services américains et parvient à quitter le territoire. La réalité est qu'il a eu énormément de chance, puisque les USA avaient demandé donc son extradition et a fait pression à la fois sur la Chine et sur Hong Kong afin d'empêcher entre autres son départ. Mais il semblerait qu'à ce moment-là, les autorités locales aient été frappées d'une crise de flémingite aiguë et avaient donc d'autres chats à fouetter. Mais dans un baroud d'honneur, les États-Unis invalideront quand même le passeport de Snowden, mais ce sera en vain, puisqu'il embarque le 23 juin 2013 à bord d'un vol Aeroflot à destination de Moscou. Dans cet avion, Snowden n'est pas seul. Une femme l'accompagne. Et cette femme, c'est Sarah Harrison, journaliste britannique et membre de l'ONG Wikileaks, dont vous avez certainement entendu parler, qui est, pour vous la faire courte, une organisation spécialisée dans le lancement d'alertes. Mais revenons-en à nos deux passagers. À leur arrivée en Russie, les deux compagnons de fortune passeront 39 jours bloqués dans la zone de transit de l'aéroport de Sheremetyevo. Vous vous doutez bien que la Russie, qui accueille soudainement une personnalité qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, qui plus est un ressortissant américain, en situation irrégulière, qui, comme si ça ne suffisait pas, est un ex-membre de la NSA, de la CIA, est dans l'embarras le plus total. La situation administrative est, vous l'imaginez, très particulière. Mais pour ce dernier point administratif, Snowden pourra compter jusqu'à la fin sur le soutien indéfectible et sur l'action efficace de Sarah Harrison. Revenons un instant sur cette zone de transit. Hasard ou pas, Snowden y rencontrera un diplomate équatorien. Plus tard, il demandera même l'asile politique à l'Équateur. Il déclarera d'ailleurs à ce sujet « Moi, Edward Snowden, citoyen des États-Unis d'Amérique, je vous écris pour solliciter l'asile à la République de l'Équateur, face au risque de persécution de la part du gouvernement des États-Unis et de ses agents en relation avec ma décision de rendre publique de graves violations de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique de leur constitution, concrètement du 4e et du 5e amendement, ainsi que de plusieurs traités des Nations Unies souscrits par mon pays. Je crois qu'il est improbable que je reçoive un traitement humain avant le procès et je cours en plus le risque d'une condamnation à perpétuité ou la mort. » Le ton est donné. La tension monte de toutes parts, et cette fois ce sont les USA qui sont de nouveau sous pression. Des sources diverses donnent plusieurs sons de cloche. On entend Snowden part pour la Havane. Wikileaks va communiquer en disant que Snowden prend une route sûre pour l'Équateur. Et pour Vladimir Poutine, Snowden est toujours en Russie. Bref. En fait, Snowden était toujours en Russie, effectivement. Son exposition médiatique et la portée du scandale est telle que les actions du gouvernement américain poussent ce dernier à faire pression sur plusieurs pays afin de les dissuader d'aider Snowden. Et comme si ça ne suffisait pas, le père même de Snowden sera mis à contribution en tant qu'intermédiaire. En effet, le père du lanceur d'alerte finira lui-même sous les projecteurs et fera le tampon entre son fils et les États-Unis afin de tenter de le raisonner. À force, vous imaginez bien que le mental de Snowden commençait à s'effriter. À deux doigts de craquer, il ne le fera pas. Oncle Vlad est venu à sa rescousse. La Russie se montre encline à lui proposer l'asile. Toutefois, pour des raisons diplomatiques, des conditions sont fixées. Globalement, il est demandé à Snowden d'arrêter d'embêter les Américains avec ses révélations et de ne pas quitter le territoire russe. Mais il y a un hic. Edward est têtu, et cette condition ne fait pas du tout écho à ses convictions. Le jour même de cette proposition d'asile politique, donc le 2 juillet 2013,
pas même de 21 pays se sont vus sollicités par Edward et son équipe. Parmi eux, l'Inde, Cuba ou encore la France. Mais nouveau coup de théâtre. Le lendemain, la France, l'Italie, le Portugal et l'Espagne ferment soudainement leur espace aérien. En cause, l'avion du président bolivien qui, selon la rumeur, transporterait Edward Snowden alors en fuite vers la Bolivie. Vous vous doutez bien, les États-Unis d'Amérique qui ont fortement été soupçonnés de pression auprès de ces pays, donc la France, l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne. Mais d'ailleurs, les pays d'Amérique latine, dont la Bolivie, ont demandé des explications, notamment à nous, à la France, qui avons refusé d'en donner. Une plainte sera même déposée plus tard auprès de l'ONU relatif à cet événement. Mais bon, comme les dés sont pipés, bref, sentant que les taux se resserraient, Snowden fit alors le choix de se tourner définitivement vers la Russie, vers qui il reviendra le 12 juillet 2013. Les conditions persistent, mais le 16 juillet 2013, Snowden posera sa demande d'asile politique officielle. 2 semaines plus tard, sa demande est acceptée et donnera lieu à un titre de séjour obtenu le 7 octobre 2013. Bref, avançons dans le temps. Le 22 octobre 2020, 7 ans plus tard, le président de la Russie, Vladimir Poutine, accordera l'oukase à Snowden, c'est-à-dire la nationalité russe. D'agent de la NSA à citoyen russe. On se croirait dans une intrigue de film avec des agents doubles, mais est-ce un happy ending? Pour aller plus loin, je vous recommande le film documentaire Citizen 4 de Laura Poitras, justement, ou encore le film Snowden d'Oliver Stone. Vous en apprendrez davantage, de manière plus cinématographique, et pourrez même pousser votre visionnage en dégustant le court-métrage Verax, qui mérite également votre attention. La traque de Snowden est en quelque sorte terminée à ce jour. Il nous a révélé jusqu'où nous sommes surveillés. Si les gouvernements ont pris des mesures, disons, correctives, au regard de ces révélations, il est légitime de se demander si cette surveillance de masse continue encore à l'heure actuelle. Pour cela, je vous invite à regarder l'actualité récente. Et en ce moment même, au niveau de l'Union européenne, se déroule en coulisses un nouveau projet de surveillance de masse. Pour le bien de tous ? En tout cas, l'histoire de Snowden, c'est celle d'un homme devenu symbole. Et les symboles finissent malheureusement par retourner dans l'oubli. Edward a tiré la sonnette d'alarme et en a payé le prix. Le problème au final n'est pas tant le fait que nous soyons surveillés, c'est qu'on a appris, malgré ce sursaut de conscience, à trouver cela normal. Snowden, lui, a fui. Nous restons sous contrôle, sans fuite possible.